Est-ce que tu écoutes trop tes collaborateurs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de baisser tes standards sans t'en rendre compte? Et est-ce que tu as encore la force, le pouvoir et la souveraineté de dire souvent non? Parce qu'au final, ton équipe ne suivra jamais ce que tu dis. Au final, ton équipe, elle suivra toujours ce que tu montres et ce que tu incarnes. J'ai perdu ma posture et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Ces dernières semaines, j'ai pris une série de gifles. Des petites d'abord que j'ignorais, puis des plus grosses qui ont commencé à m'ébranler. Jusqu'au moment où j'ai dû admettre ce que je refusais de voir. J'avais perdu mon leadership. Pas mon business, pas mes compétences, mais cette flamme, cette posture claire, tranchante que mes équipes ressentaient avant même que je parle. J'avais laissé passer des choses, j'avais écouté des gens que je n'aurais jamais dû écouter. Et les résultats avaient chuté. Ce podcast, c'est ma façon de mettre des mots sur cette chute. Mais derrière ces claques, il y a une histoire, une trajectoire, un feu qui couvre depuis l'enfance. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Pendant que d'autres jouaient au foot ou aux jeux vidéo, moi j'étais un rat des bibliothèques, littéralement. J'avais cette obsession bizarre pour les livres sur le langage, la psychologie, la manipulation et la communication non verbale. À l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. J'avais découvert des ouvrages que je pouvais trouver sur parler pour convaincre, les mots qui vendent, décoder le langage corporel. Je comprenais pas tout, mais je le ressentais et ça me fascinait. Mon père lisait Management, ce magazine pour dirigeants. J'ai commencé à le feuilleter, puis à le lire sérieusement. Mais je crois que c'est là que j'ai su que je serais entrepreneur. Pas plus tard, pas peut-être, pas si j'ai de la chance. C'était juste devenu une évidence. Ma première vraie claque positive, je l'ai prise à 18 ans ou 19 ans, dans un call center. Tu prends le gamin qui lisait des livres sur la persuasion à 11 ans, tu le mets au téléphone avec des inconnus et tu le laisses jouer avec les mots. Boum, explosion. C'était instantané. J'ai adoré ça. Pas juste vendre, mais transformer. Sentir que tu captes une attention, que tu retournes un nom et que tu déclenches un déclic à l'autre bout du fil. C'était brut, c'était réel. Et surtout, j'étais bon. Je suis passé du call center au porte-à-porte, puis très vite à la création de mes propres structures. Non, pas très vite, peut-être 15 ans plus tard. Mais ce feu-là, celui du contact direct, il m'a jamais quitté. Quelques années plus tard, je gérais un call center à Toulouse, Nice et Marrakech. Pas une petite équipe, pas une petite start-up entre potes, non. Un vrai truc, une vraie structure avec plus de 176 salariés en CDI dans mes entreprises, en production en simultané. En l'espace de 3 ans, c'est simple, j'avais recruté plus de 700 personnes en CDI. Et quand tu gères une armée pareille, t'as pas le droit à l'impro. J'avais tout structuré, j'avais tout documenté. Setting, closing, recouvrement, vigie, surveillance. J'étais à la fois le stratège, l'ingénieur, le pompier et le capitaine. J'avais fait coder notre propre CRM from scratch. Et c'est là que j'ai inventé un truc que j'ai jamais vu nulle part. C'est le concept de salle d'attente virtuelle pour les closers. Un peu comme chez le médecin, les prospects attendaient à leur tour dans un sas. Et dès qu'un closer était disponible, ils prenaient le prochain. Ainsi, pas de friction, pas de perte, pas d'excuses. Résultat, 10 rendez-vous qualifiés par jour, par vendeur. Une vraie machine. Mais une machine, ça tourne pas tout seul. À chaque nouvelle trame, je m'enfermais 3 jours dans un hôtel 4 étoiles sans sortir. Je me coupais du monde en mode deep work. Pas pour faire joli, mais pour construire une architecture de persuasion à la virgule près. J'écrivais, je peaufinais, puis je revenais au call center, et là j'imprimais les trames et je les donnais à toute l'équipe. Mais c'est pas fini. Je réécoutais les plus belles ventes en vitesse x2, pour repérer les moments de tension, les passages fluides, et les répliques puissantes ajoutées spontanément. Je prenais les pépites de chaque closer, je les compilais, je les intégrais, et je repartais. C'est comme ça que j'ai appris à faire des trames qui fonctionnent même pour ce qu'on appelle un C-player. Parce qu'un bon script, c'est pas celui qui sublime un bon closer, c'est celui qui sauve un moyen. Au début, comme tout le monde, je voulais recruter uniquement des A-players, mais quand tu scales, tu comprends vite que ça c'est un mythe. Tu peux aligner 5 A-players dans une même équipe, dans 2 semaines, il va en rester que 2. Pourquoi? Parce que le rôle social redéfinit le niveau. Les dominants se réaffirment, les autres s'ajustent. Donc j'ai changé de stratégie. J'ai construit des systèmes pour que même des B ou C-players puissent performer, à condition qu'ils soient drivés, encadrés et poussés par des A-players. Surtout par les bons scripts, les bonnes pédagogies et les bons process. C'était vital parce que chez moi, tout le monde était salarié. Je les payais dès le jour 1. Et en 5 jours, ils devaient rentrer en production. Pas en formation, pas en mode je regarde des vidéos, mais en production. À force de devoir mettre en production rapidement, j'ai dû affiner un truc que peu de formateurs maîtrisent. La pédagogie qui fonctionne vite. Pas celle qui te fait consommer du contenu, pas celle qui t'endort dans un LMS. Non, une pédagogie brutale, lucide et actionnable. Chez moi, un nouvel arrivant ne mettait pas 6 mois à se former. Il était en production au bout de 5 jours. Et ça marchait, parce que les systèmes étaient pensés pour eux, parce que mes trames les guidaient comme des rails, et parce qu'on bossait à plein temps, pas entre 2 vidéos sur YouTube. C'est cette exigence qui m'a formé. C'est aussi ce qui m'a
ce que j'ai fini par perdre sans m'en rendre compte. À la base, je suis un puriste du one call close. Toutes mes données, toute mon expérience, tout mon instinct de vente m'ont toujours amené à ça. Un bon appel, une bonne trame, un bon close. Et puis avec le temps, les équipes grandissent, on relâche, on fait confiance. Certains commencent à closer en 2 temps. Je me dis, allez, pourquoi pas? Si d'obtenir des résultats, ça me va. Mais ce que j'ai pas vu venir, c'est que ce petit relâchement allait contaminer toute la culture de vente. Et les chiffres ont commencé à chuter. Pas brutalement, mais progressivement, insidieusement. Pas que sur un seul projet, mais sur plusieurs. Et un jour, je réalise, j'ai laissé s'installer un standard plus bas que celui que j'incarnais. Et c'est un de mes closers qui a mis le doigt dessus le jour où on s'est quitté, en très bon terme d'ailleurs. Il m'a dit un truc qui m'a fait vriller le cœur. Je comprends pas pourquoi t'es aussi sympa. C'est pas ce que t'incarnes, c'est pas ce que tu nous inculques, c'est pas ce que tu nous as appris. Et là, j'ai compris que j'avais perdu ma posture. En voulant ménager, en voulant composer, en écoutant trop. Mais le pire, c'est que je savais que je ne devais pas. Et je l'ai fait quand même. Par fatigue, par envie de paix, par zone de confort aussi, faut le dire. Et parce que je traversais des persos. Parce que parfois, même les leaders solides finissent par flancher. Mais la réalité, c'est que j'aurais dû dire non. C'est un pattern que j'ai vu se répéter des dizaines de fois dans ma carrière. La vérité qui dérange, ceux qui réussissent avec moi me détestent au moins une fois. Les gens qui progressent le plus à mes côtés sont ceux qui au moins une fois me détestent. Pas par un petit « ah, il est dur ». Non, un vrai rejet, une vraie colère. Pourquoi? Parce que je ne leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et ça pique. Mais après le choc vient la clarté. Et cette clarté, elle change tout. Elle libère, elle repositionne. Et souvent, ils reviennent avec plus de force, plus d'humilité et plus d'impact. Tu veux faire grandir quelqu'un? Prépare-toi à être haï. Un certain temps. Le temps de le faire grandir plus vite que prévu. Ce que j'aurais dû faire, c'est écouter et dire non. Et la vraie leçon, elle est là. Un bon leader, il écoute, mais surtout, il tranche. Il sait dire non quand il sent que ça déraille. Il protège sa vision, même si ça fait mal à l'ego des autres. Il protège le niveau, même quand les chiffres vacillent. Moi, j'ai laissé passer, j'ai voulu être gentil, c'était pas la première fois en plus. Mais j'ai perdu ce qui avait fait ma force. Mais je le récupère, là, maintenant, en partageant tout ça sans filtre. Et maintenant, si t'es un entrepreneur, un formateur, un coach, un consultant, un formateur, un expert, pose-toi la question. Est-ce que tu écoutes trop tes collaborateurs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de baisser tes standards sans t'en rendre compte? Et est-ce que tu as encore la force, le pouvoir et la souveraineté de dire souvent non? Parce qu'au final, ton équipe ne suivra jamais ce que tu dis. Au final, ton équipe, elle suivra toujours ce que tu montres et ce que tu incarnes. Like et abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre.